13h, bonjour, bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, l'installation du comité de suivi de l'utilisation du compte séquestre, cérémonie en présence du ministre des Mines et de la Géologie Jean-Claude Kouassi. Les membres de ce comité ont ainsi reçu leur arrêté de nomination. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 350 motos et tricycles saisis récemment par des éléments de la police. Cette opération, initiée par le ministère des Transports, intervient dans le cadre du contrôle des engins de 2 ou 3 roues dans le district d'Abidjan. Enfin en France, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Celle-ci marque la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Vous aurez plus d'informations dans nos prochaines éditions. Les organes centraux et structures d'encadrement des militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix seront bientôt mis en place. C'est ce qui ressort de la première réunion du Conseil politique de l'Alliance des Oufouettistes. Cette rencontre s'est tenue hier dans la commune du Plateau, de Cocody, en présence du président du RHDP, Alassane Ouattara. Un tout autre sujet à présent, il a été désigné meilleur directeur des affaires financières des ministères de Côte d'Ivoire au titre de l'exercice 2018. Ibrahima Doumbia a reçu hier un trophée, un diplôme et une enveloppe. C'était lors de la première édition du prix du meilleur DAF. À noter que 2 autres lauréats ont également été récompensés par le secrétaire d'État Moussa Sanogo. On en parle avec Mahama Traoré. Il a obtenu une moyenne de 16,57 sur 20, la plus élevée à l'issue du processus d'évaluation des directeurs administratifs et financiers DAF. Avec ses 7 ans d'expérience à cette fonction, Ibrahima Doumbia, en poste au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est donc le lauréat de la première édition du prix du meilleur DAF des ministères. Le secret, c'est l'amour du travail et surtout quand vous êtes entouré vraiment de collaborateurs compétents et engagés, vous ne pouvez qu'obtenir un tel résultat. Nous devons encore aller dans le sens de l'excellence, ce qui va demander encore aux uns et aux autres de se surpasser, parce que le chef de l'État attend beaucoup de nous. Alpha Draman Sanogo, DAF du ministère de l'Éducation nationale, et Abdraman Dao, DAF du ministère de la Culture et de la Francophonie, obtiennent respectivement la 2e et la 3e place du classement. 40 administrateurs financiers de la dépense publique étaient en compétition pour cette première édition. Le test d'évaluation piloté par la Direction générale du budget et des finances a pris en compte 4 critères, à savoir l'élaboration du budget, son exécution, la régularité de la dépense et la capacité organisationnelle du DAF. Je voudrais surtout les engager à demeurer des DAF modèles, des agents de référence de l'État qui devront toujours mériter de la confiance qui a été placée en eux, l'estime et le respect des Ivoiriens en général, et surtout celui des usagers de nos services publics. La proclamation de ces résultats marque le début de la 2e édition du prix du meilleur DAF, dont les lauréats seront connus à la fin de l'exercice budgétaire 2019. Un protocole d'accord a été signé récemment entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'Agence nationale de l'environnement. Il s'agit pour le CEPICI et l'ANDE de simplifier les procédures et délais de traitement des dossiers relatifs à l'évaluation environnementale. Les explications de Safia Kouyaté et Lanciné Bakayoko. Simplifier les procédures et les délais de traitement des dossiers relatifs à l'évaluation environnementale et surtout adopter un mode opératoire commun. C'est l'enjeu du protocole d'accord de collaboration entre l'Agence nationale de l'environnement ANDE et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire CEPICI. Ce protocole que nous avons retenu, c'est pour améliorer tout le processus, les traitements de délais. Lorsque un opérateur va au CEPICI et qu'ensuite il vient à l'ANDE, il faudrait que nous lui facilitons la tâche en réduisant les délais de traitement des dossiers. Toutes ces actions visent à améliorer le climat des affaires
et à faciliter l'arrivée des opérateurs économiques dans le pays. Cet acte que nous avons posé aujourd'hui, qui rend dans tout le processus d'environnement d'amélioration du climat des affaires, vont nous permettre aujourd'hui d'avoir 2 guichets communiqués, et par rapport à l'investisseur, c'est une avancée notable et qui leur permettra de pouvoir réaliser leurs investissements en toute grande transparence. En 2017, l'Agence nationale de l'environnement et le CEPICI ont procédé à une simulation de mise en œuvre de ce projet commun afin d'en relever les limites et apporter les correctifs nécessaires. Toujours en Côte d'Ivoire, le comité de suivi de l'utilisation du compte séquestre a été installé récemment par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi. Les membres de ce comité ont ainsi reçu leur arrêté de nomination. Le compte séquestre, faut-il le préciser, a en charge la protection de l'environnement contre la pollution et les effets néfastes de l'exploitation minière. On retrouve Lanciné Bakayoko. L'activité minière, grande pourvoyeuse de richesses, d'emplois et de recettes fiscales, va-t-elle devenir l'ennemi de la vie? Notre réponse à cette légitime interrogation est non. Toute politique environnementale authentique est avant tout une politique pour demain et après-demain. Les jeunes d'aujourd'hui, responsables de demain, seront les premiers bénéficiaires de la bonne application des réformes que nous nous attelons à réaliser aujourd'hui. Des réformes qui ont conduit à la mise en place d'un compte séquestre alimenté par un certain nombre de prélèvements opérés auprès des sociétés minières. Les entreprises travaillent parce que nous les avons autorisées. Chaque opérateur, chaque mine est partie prenante du comité de suivi de l'utilisation des fonds séquestres. Cette bataille menée par le gouvernement en vue d'une industrie minière durable est également celle des entreprises du secteur. En fait, de bonnes pratiques environnementales entraînent un accroissement de la rentabilité et de la pérennité des gisements miniers. Nous accueillons ça favorablement parce que cela fait partie d'abord de nos responsabilités sociales et environnementales. Nous sommes partants pour l'application pleine et entière de cette disposition. Au 31 décembre 2018, l'activité minière a généré un chiffre d'affaires de 582 milliards pour un volume total d'investissement de 268 milliards. Quant aux recettes fiscales, elles s'établissent à 66 milliards, en hausse de 17% par rapport à 2017. Le bassin du fleuve Niger, importante ressource pour 9 pays africains, dont 8 en Afrique de l'Ouest et 1 en Afrique centrale. Ce fleuve est également, par excellence, une concentration d'activités humaines, notamment l'agriculture, la pêche, la navigation et le tourisme. Malheureusement, le bassin du fleuve Niger est aujourd'hui menacé par le changement climatique et le retard des pays membres dans le paiement des cotisations. On en parle avec Francis Boifo. Le fleuve Niger est le 3e plus grand fleuve d'Afrique après le Nil et le Congo. Sa longueur, 4200 km, superficie, environ 1 500 000 km². Nombre de pays en partage, 8 en Afrique de l'Ouest et 1 au centre du continent. Ce sont Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun. Cette réserve d'eau contribue à la production alimentaire, à la préservation de la biodiversité et au développement des projets hydrauliques. Certaines grandes villes, telles que Bamako, telles que Niamey et autres, c'est des villes qui ne sont approvisionnées par le fleuve Niger, c'est l'eau de surface. Et également, il y a des activités hydro-agricoles, telles que l'office de bassin, l'office du Niger, qui fait de l'agriculture, du riz et autres, d'autres activités qui sont très grandes, qui sont menées sur le cours d'eau, soit sur les affluents ou sur le cours d'eau principal. Lorsque un pays ou un utilisateur doit développer ou mettre en place un projet susceptible de faire des prélèvements d'eau, et si ce prélèvement doit avoir un impact significatif sur la ressource en eau, ce pays ou cette structure informe l'autorité du bassin du Niger. L'autorité du bassin du Niger simule les impacts de son projet sur la ressource en eau, parce que ce pays n'est pas le seul, informe les autres États de l'impact de ce projet
et la décision est prise au niveau des conseils des ministres pour orienter la mise en œuvre de ces projets. Créée en 1964, l'autorité du bassin du fleuve Niger, ABN, est une organisation intergouvernementale qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin. C'est également un outil d'aide à la décision à travers la mise à disposition des données issues de l'imagerie satellitaire toutes les 15 minutes. Le cas de la Côte d'Ivoire. Cela nous permet de faire des prévisions. Parce que lorsque vous avez d'énormes pluies qui tombent au niveau du pays, qui traversent le pays et autres, ces pluies-là vont alimenter les différents cours d'eau. Donc si l'alimentation est vraiment continue et que vous avez encore de gros systèmes pluvieux qui passent, cela peut faire des débordements au niveau des cours d'eau, des fleuves et autres. Ça arrive. Il y a eu déjà par le passé des débordements au niveau de la Comoé. En vue de rendre plus efficace l'autorité du bassin du fleuve Niger, ses dirigeants multiplient les projets. Malheureusement, ils sont confrontés à plusieurs difficultés dues pour l'essentiel à l'insuffisance ou l'irrégularité du paiement des contributions financières de 9 États membres. Les activités, par exemple, de l'hydrologie sont des activités saisonnières. Lorsque, au moment où l'autorité du bassin du Niger a besoin de faire des mesures de débit, a besoin de faire une activité ponctuelle, lorsque les contributions des États ne rentrent pas, l'activité n'est pas possible. Même si la contribution arrive plus tard, mais l'activité ne peut plus se mener. Les contributions annuelles des États aujourd'hui, ça s'élève à environ 2 milliards de francs CFA. Ça représente 5% environ. 95% viennent de nos partenaires techniques et financiers. Il faut inverser la tendance. En attendant une réponse à la question du financement des projets en interne, le bassin du fleuve Niger perd chaque jour de sa superficie. Disons que le 3e plus long fleuve d'Afrique et 9e du monde est menacé. Il est menacé d'abord par le changement climatique. Okay? Le changement climatique qui crée quoi? Qui crée des pluies insuffisantes. Alors, en exploitant et en n'ayant pas suffisamment d'eau, la végétation se meurt. Le ruissellement devient de plus en plus important et vous assistez à un phénomène de désertification dans le nord. Et tout ceci vient remplir le Niger. Pour ceux qui ont le Niger au niveau, par exemple, du Mali ou du Niger, ils voient chaque année ce fleuve-là qui se remplit de sable venu des érosions. Parce que en amont, il n'y a pas un traitement des bassins versants. Les spécialistes en charge de la gestion des ressources en eau plaident pour des actions concertées entre les 9 pays membres de l'autorité du bassin du fleuve Niger et les partenaires financiers pour éviter que des millions de personnes soient privées d'eau. On va à présent s'intéresser aux préparatifs de la 4e édition de la Semaine africaine de la vulgarisation agricole. La Côte d'Ivoire a été, on le sait, désignée pour abriter en novembre prochain cet événement. Tous les acteurs, notamment les organisations professionnelles, les instituts de recherche et autres banques préparent activement la SAVA 2019. Le point avec Lanciné Bakayoko. Renforcer la place stratégique de l'agriculture et des activités agroalimentaires dans les décisions publiques. Mutualiser les efforts des différents acteurs de la chaîne des valeurs pour une meilleure efficacité des services. C'est l'objectif de ce forum du Conseil agricole et rural. Les connaissances existent, mais ne sont pas nécessairement fédérées. Et nous avons trouvé qu'il était temps pour que la Côte d'Ivoire se dote d'une plateforme de ce genre, d'un forum de conseil agricole et rural, de pouvoir diffuser plus rapidement les innovations qui sont proposées par les centres de recherche et les universités. Cette plateforme se veut suffisamment représentative, vu qu'elle est composée d'entreprises, de coopératives, d'institutions publiques et privées, d'organismes professionnels, mais également d'autres secteurs, partageant le projet d'une agriculture nationale prospère et compétitive. Notre projet premier, c'est de sensibiliser les différentes parties, les acteurs, à adhérer au Forum national. Notre action, on comprendra son importance quand on se rendra compte que l'ANADER, les différents conseils, tous ceux qui interviennent sur le terrain là, interviennent de manière plus efficiente et avec des programmes qui sont adaptés aux besoins des producteurs. Des projets porteurs qui devraient booster davantage
l'attractivité du secteur. Au titre de l'année 2018, l'ensemble des productions agricoles ivoiriennes ont été estimées à 26 millions de tonnes, en augmentation de 5,8% par rapport à 2017. Un forum pour renforcer la collaboration entre la Banque africaine de développement et la société civile africaine, forte d'environ 2000 organisations. Ce 10e forum s'est ouvert hier à Abidjan autour du thème de l'intégration régionale pour le développement économique de l'Afrique. Plus de détails avec Walter Amadou Ouattara. 2000 organisations de la société civile regroupées par région et secteur d'activité collaborent directement avec la Banque africaine de développement BAD. Ces organisations apportent leur contribution pour l'atteinte des objectifs de l'institution financière. Objectifs déclinés en 5 grandes priorités, à savoir nourrir, alimenter en énergie, industrialiser, améliorer la qualité de vie des populations africaines et intégrer l'Afrique. Cette intégration matérialisée par la libre circulation des personnes et des biens est au centre des débats du 10e forum de la société civile partenaire de la BAD. Ce forum se tient une fois par an à marge des assemblées annuelles pour discuter justement du thème des assemblées annuelles qui est une rencontre plutôt politique. Le thème des assemblées annuelles, c'est l'intégration régionale. Comment la société civile s'engage pour aider le continent à accélérer l'intégration. Des panélistes en interaction avec les participants ont partagé leur point de vue sur la concrétisation de la politique de l'intégration africaine. Nous, en tant que jeunes, nous pensons qu'il faut accentuer la sensibilisation. Un des facteurs qui fait que l'intégration peine à marcher ici en Afrique, c'est la corruption. Nous pensons qu'il faut dénoncer les actes de corruption qui se passent dans les postes de frontières. Voilà pourquoi la société civile réunie ici doit partir en rang uni pour dire aux politiciens, l'intégration que vous avez chantée il y a de cela 50 ans, on veut ça en pratique maintenant. C'est plus facile à moi de voyager sur l'Europe que de voyager en Afrique. Est-ce que c'est normal? Cette 10e édition du Forum de la société civile se tient au siège de la BAD à Abidjan pour une durée de 3 jours. Je vous l'annonçais dans les titres, 364 motos et tricycles ont été saisis récemment par des éléments de la police nationale. Cette opération intervient dans le cadre du contrôle des engins de 2 ou 3 roues dans le district d'Abidjan. C'est une initiative du ministère des Transports. Godefroy Okambawa. 364 motos et tricycles saisis dans le cadre de l'opération de contrôle de ces engins dans le district d'Abidjan. Une opération conjointe menée par le ministère des Transports et celui de l'Intérieur et de la Sécurité à travers la direction de la police nationale. L'initiative vise à assainir le secteur et d'attirer l'attention des usagers sur les risques liés à l'utilisation de ces moyens de déplacement, plus particulièrement les tricycles, réputés pour le transport des personnes dans le district d'Abidjan. Conformément au communiqué du ministre du Transport relatif aux activités des motos-taxis et engins à 3 roues, des instructions ont été données en vue de freiner et endiguer ce phénomène. Pour ce mardi 7 mai 2019, on peut dénombrer, dans ce cas, 219 motos et 145 tricycles. Pour chaque engin saisi, les raisons peuvent être diverses. Vous avez le non-port de casque, vous avez des engins, des 2 roues ou des tricycles qui se trouvent sur les grandes voies ouvertes à la circulation, choses qui sont contraires à la réglementation. Cette opération qui vient d'entrer dans sa phase active fait déjà des mécontents. Selon les autorités policières, cette opération de répression va s'étendre sur 2 mois. Nous, maman, mes 3 roues, ça me sert à ramasser mes chaises et mes bâches. Bon, quand j'ai appris vraiment cette nouvelle, je ne sais pas comment faire pour travailler depuis ce matin. Il s'agira de sensibiliser la population et les usagers afin de prévenir tout risque lié à l'utilisation sans autorisation de ces engins dans le district d'Abidjan.
Un mot à présent sur les préparatifs du concours de recrutement exceptionnel des enseignants contractuels des lycées et collèges. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a visité il y a quelques jours le groupe scolaire régional de la commune de Trècheville. Ahmed Traoré et Franck Quadio. La ministre Kandia Camara, satisfaite du bon déroulement du concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels de lycées et collèges, ce dans le cadre du programme social initié par le gouvernement. Selon la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette épreuve permet de découvrir les performances intellectuelles du candidat et sa capacité à enseigner. Aujourd'hui, ce sont les enseignants du secondaire qui viennent d'achever le test psychotechnique. Donc, les résultats seront connus le 29 juillet et je puis rassurer tout le monde que ces enseignants, après une bonne formation, seront disponibles pour combler le déficit en enseignants dans nos écoles primaires, nos lycées et collèges partout en Côte d'Ivoire. Après avoir sillonné plusieurs salles du centre de composition du groupe régional de Trècheville, la ministre Kandia Camara a exhorté les organisateurs à la transparence. Pour rappel, 9 891 candidats sont inscrits pour 3 000 postes d'enseignants au collège et 7 000 candidats inscrits pour 2 000 postes d'enseignants au lycée. Bientôt une école de spécialisation au métier du numérique. C'est une initiative d'une entreprise de téléphonie mobile. Cette école a pour mission de déceler les jeunes talents dans le domaine du digital, de les former et leur permettre d'être opérationnels sur le marché. Les explications de Eric Goré. 20 jeunes passionnés du numérique et du digital prennent part à 5 mois de formation pour accroître leurs connaissances dans ce domaine. Ils viennent d'être admis à un test de présélection, prêts à intégrer une école de spécialisation au codage et de formation pratique au métier du numérique. Il faut dire que cette académie, qui est promue par un opérateur de téléphonie mobile, vient renforcer le dispositif de la formation et du renforcement des capacités, qui, il faut le dire, fait partie des obligations aussi des opérateurs économiques. Ils sont tout heureux d'avoir été retenus à l'issue de ce test qui a mis en compétition 6 500 candidats. C'est un ami qui a un jour envoyé le lien pour nous dire qu'une entreprise mobile lance un concours de formation. Donc on est parti sur le site et on s'est inscrit. Le test n'a pas été du tout facile. C'était vraiment, on demandait assez de choses. Vraiment, nous avons vu que ce n'était pas du jeu. Et par la grâce de Dieu, nous avons été sélectionnés pour l'entretien. Cette cérémonie de présentation de ces jeunes du numérique a vu la participation de plusieurs structures qui utilisent le numérique. Aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris et nous sommes très intéressés par ce qui se passe dans la galaxie du digital. Je pense que c'est une très très bonne chose et nous suivons cela de près. Pendant 5 mois, ces jeunes seront formés gratuitement et bénéficieront de primes tout le temps que va durer leur formation. Le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale au centre d'une rencontre initiée par les cadres de Bondo dans la région du Gontougou. On fait le point avec Théodore Zouzou et Mamadou Kouassi. Encore une autre rencontre avec les cadres pour ramener la cohésion et l'entente à Bondo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bondoukou. Cette initiative du sous-préfet Lassina Sekongo vise à unir les filles et les fils de cette localité autour d'un idéal, celui du développement de la circonscription administrative. La mésentente au niveau de la communauté musulmane à Bondo, à partir des différentes rencontres, nous arriverons à comprendre le problème et à pouvoir trouver une solution idoine pour la paix et la réconciliation au niveau des fils et des filles de Bondo. Pour faire face à cette atmosphère qui freine le développement de cette localité, l'administrateur civil fait usage des alliances interethniques. Les cadres de Bondo adhèrent à cette initiative de leur sous-préfet. Quand vous arrivez à Bondo, tout le monde s'appelle Bamba. Et voilà qu'il n'y a pas d'entente. Je suis très heureux que M. le sous-préfet ait évoqué ce problème. Nous allons appuyer les actions du sous-préfet, de sorte que la méfiance qui existe entre les différents cadres puisse être brisée, pour permettre que, par l'entente entre les fils de cette localité, les actions de développement du gouvernement
puisse vraiment être exécuté. Avant cette rencontre avec les cadres, le sous-préfet de Bondo, la CINANCE Congo, a eu à rencontrer les jeunes, les femmes et les chefs coutumiers. L'Église catholique de Côte d'Ivoire endeuillée. En effet, Monseigneur Antoine Koné, évêque d'Odiéné, est décédé aujourd'hui à 3h25 du matin à Abidjan des suites d'une longue maladie. La présidence de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire invite donc tous les fidèles catholiques à prier pour l'illustre disparu, à prier également pour le diocèse d'Odiéné et pour la famille du défunt. Hors de chez nous, début aujourd'hui des élections législatives et régionales en Afrique du Sud. Les dernières enquêtes d'opinion promettent à l'ANC, le parti de Nelson Mandela, de conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, 2 des suspects du meurtre des experts des Nations Unies se sont évadés de la prison de Kananga dans le centre du pays. En France, la commémoration du 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, cérémonie présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron. En Afrique du Sud, les votes des élections législatives et régionales se sont tenus ce mercredi. 27 millions d'électeurs sont appelés dans les différents bureaux de vote du pays. Les sondages du double scrutin donnent l'avantage à l'ANC, Congrès national africain, sur les 2 autres partis que sont l'AD, l'Alliance démocratique, et l'EFF, combattant de la liberté économique. Les premières tendances sont attendues dès demain jeudi. Évasion en République démocratique du Congo, Évariste Ilunga et Siani, 2 suspects du meurtre des experts de l'ONU, se sont échappés de la prison du Kananga mardi dernier. D'autres prisonniers, au nombre de 3 sur les 800 que contient la prison congolaise, se sont faufilés dans la fuite. Cette évasion est la 4e du genre dans cette affaire d'assassinat des travailleurs onusiens, Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan. Mercredi 8 mai 1945 était décrété l'armistice pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, 74 ans après, la commémoration de cette date est particulièrement marquée en France, dans un lieu touché par les effets de la crise des Gilets jaunes. Le président Emmanuel Macron s'est incliné devant les symboles de la victoire des Alliés, avec un geste de reconnaissance face à la statue du général de Gaulle sur la place Clémenceau. Macron se rend également devant l'Arc de Triomphe, en présence de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Des précisions de Kolo Koulibaly. Retour en Côte d'Ivoire où le jazz a été célébré récemment. C'était lors de la traditionnelle rencontre mensuelle dénommée Firsty First Day. On en parle avec Serge Collet. Ce jeune saxophoniste exprimant son art dans les rues de Cocody s'appelle Claude. Étudiant à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, il a décidé de plonger les passants dans l'ambiance de la Journée internationale du jazz. Le jazz, une musique qui se veut aussi populaire. Étant donné que les gens ne connaissent même pas cette journée-là, instituée la Journée du jazz, j'ai décidé de prendre mon saxo et venir faire plaisir aux personnes qui passent. Dans le hall de l'INSAC, un quatuor d'instrumentistes à l'œuvre, spécialiste de musique classique, un genre qui fait bon ménage avec le jazz. Pour marquer la célébration de la Journée internationale du jazz, le Conseil ivoirien de la musique, présidé par le docteur Yensié, a initié une série d'activités, panels, tables rondes, prestations musicales au programme. Le jazz mérite d'être promu en tant qu'activité culturelle à travers la Côte d'Ivoire. Les nuits, on anime des soirées de jazz passées par là, mais il n'y a pas d'activité d'envergure autour qui puisse faire connaître ce jazz. C'est pour ça qu'il faut que les gens puissent s'approprier cette journée et mieux faire connaître le jazz à travers le monde entier. Jazz et tradition musicale d'Afrique, c'est le thème de cette rencontre animée par des experts. Le directeur général de l'INSAC salue cette initiative qui permet à ses étudiants de s'instruire. C'est en novembre 2011 que l'UNESCO a proclamé le 30 avril de chaque année Journée internationale du jazz. À Abidjan, des concerts éclatés ont été organisés par le CONSIM, le Conseil ivoirien de la musique.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.